Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment devenir milliardaire très facilement. Et en fait, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'avoir des parents milliardaires. Et oui, c'est facile, il suffisait d'y penser. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, à une prochaine. Bon, c'était une blague, mais effectivement, quand on regarde le magazine Forbes, environ 50% des fortunes des 38 milliardaires français viennent d'un héritage. Ah bah voilà, il y a quand même 50% de personnes qui ont réussi à devenir milliardaires sans avoir des parents milliardaires. Donc nous autres, on n'a absolument aucune excuse si on n'arrive pas à devenir milliardaire. Vraiment, notre société est inégalitaire. Jusque-là, j'espère que je vous apprends rien. Certains ont beaucoup de ressources pendant que d'autres en ont moins. On peut par exemple parler du dernier rapport d'Oxfam qui montrait que les 26 personnes les plus riches détenaient autant que la moitié de l'humanité. Mais au fond, c'est pas très grave, car ce qui charpente et organise tout ça, c'est la méritocratie. La méritocratie articule notre société, elle va légitimer ses inégalités. Si on a beaucoup de choses, bah c'est qu'on les a méritées. Et si on en a pas beaucoup, c'est que quelque part on n'a pas assez travaillé pour mériter plus. Et oui, c'est ça, le mérite, c'est vraiment ce qui rend une personne digne ou non de récompense. Ça vient d'où cette idée? Alors c'est Napoléon Bonaparte qui est vraiment considéré comme le premier dirigeant à avoir introduit l'esprit méritocratique juste après la Révolution française. Et ça a été fait pour remplacer le système aristocratique d'Ancien Régime qui distribuait les places importantes en fonction de notre origine. Globalement, plus on avait un sang noble et plus on avait le droit aux honneurs. Dans la France du 21e siècle, un des endroits où l'esprit méritocratique est le plus présent et le plus important, c'est évidemment l'école. C'est un endroit ultra important parce que les diplômes qu'on va y obtenir ou non sont vraiment déterminants pour la poursuite de notre vie. Quand on regarde les milliardaires français dont j'ai parlé tout à l'heure, l'écrasante majorité des fortunes qui n'ont pas hérité bénéficient d'un diplôme d'un établissement prestigieux, style HEC, l'ENA, etc. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup tout se joue très tôt en réalité. Une personne qui a échoué à l'école pour une raison X ou Y n'aura quasiment pas de seconde chance. En revanche, par contre, de l'autre côté de la chaîne, quelqu'un par exemple qui sort de l'ENA à 28 ans et qui est nommé à la Cour des comptes, ses compétences ne seront jamais remises en cause tout au long de sa vie. C'est un système très linéaire. Alors que dans d'autres sociétés méritocratiques, par exemple le football, lorsque Mbappé sera devenu nul au foot, eh bien il n'aura tout simplement plus de contrat. En plus, l'obtention ou non de diplômes prestigieux détermine par la suite notre légitimité à parler. Par exemple sur un plateau télé, si on interroge quelqu'un et qu'on sait qu'il sort de l'ENA, on va beaucoup plus l'écouter que s'il n'a tout simplement pas de diplôme. Ça fonctionne un petit peu comme les titres de noblesse de l'Ancien Régime. Pour revenir sur l'école, et là au risque de briser chez vous un mythe, l'égalité des chances dans le milieu scolaire est une illusion. Et les chiffres ne mentent pas. En 1993, pour les 30-39 ans, la probabilité d'être diplômé d'un deuxième ou troisième cycle universitaire était de 5%. Pour ceux dont les parents avaient au maximum un certificat d'études primaires. Ce chiffre est de 42% pour les fils de parents issus d'un deuxième ou troisième cycle universitaire. Globalement, si tes parents n'avaient pas fait d'études, t'avais 5% de chance d'avoir un bac plus 3 au minimum, et 42% si vous étiez fils d'un diplômé. Alors, est-ce que depuis 1993, la situation s'est arrangée? Eh bien, c'est pas vraiment le cas. Enfin, en fait, si, elle s'est améliorée, mais pour les fils de diplômés. Les fils de diplômés ont maintenant 58% de chance d'avoir à leur tour un diplôme, et pour les enfants de parents non diplômés, on est passé à 6%. Malgré toutes les tentatives, notre origine sociale est donc aujourd'hui encore notre premier critère de réussite à l'école. Alors il y a plein de raisons, elles sont assez difficilement perceptibles, mais elles existent bel et bien. Donc premièrement, évidemment, le facteur économique. Les familles de basse condition ont beaucoup plus de mal à financer les études de leurs enfants. Par exemple, louer un studio pas trop loin de la fac, investir dans un ordinateur, etc. Et en plus, les enfants de diplômés sont les premiers consommateurs de soutien scolaire. Le marché français est en plein boom et il est le premier marché européen. Selon le centre d'analyse stratégique, 1,5 milliard d'euros auraient été dépensés pour des cours de soutien scolaire. Et le CAS démontre que pour la plupart, ces enfants sont déjà des bons élèves et proviennent des classes moyennes et supérieures. Ces cours coûtent en moyenne 1500 € par an pour à peu près 40 heures de cours. Mais il n'y a pas que le facteur économique, on a également le facteur culturel. Les études démontrent que pour les enfants de diplômés, l'accès à la lecture est beaucoup plus favorisé, voire même il est très souvent contraint. On a également des visites plus fréquentes dans les musées, etc. Tout cela va favoriser des dispositions qui sont très valorisées dans le milieu scolaire, comme très tôt avoir une orthographe correcte ou un vocabulaire élaboré. Et enfin, dernièrement, évidemment, il y a le facteur social, qui est beaucoup plus perceptible et aussi plus connu. C'est tout simplement le réseautage qu'on connaît plus communément sous le nom de piston, c'est-à-dire avoir accès au carnet d'adresse des parents, etc. C'est un des critères auxquels on pense tout de suite, mais pourtant c'est pas vraiment le critère le plus déterminant, car il intervient en fait assez tard dans la trajectoire professionnelle de l'enfant. Presque tout se joue déjà en fait pendant les études en réalité. On voit donc que malgré tous les efforts qui sont faits, les bourses au mérite, les filières réservées à des étudiants de banlieue, etc., tout cela ne sont en fait que des cache-misères et qui ont beaucoup de mal à masquer la principale critique que l'on fait au système actuel, c'est que lorsque les élites méritantes sont au pouvoir, elles se renferment en s'arrangeant pour que leurs descendants aient de bien meilleures chances que ceux des classes inférieures, perpétuant ainsi un statu quo. C'est décrit par tous les sociologues et notamment par Michael Young. Ce modèle de société promet donc les honneurs aux élèves méritants et leur promet un avenir radieux, mais il y a plein de questions auxquelles ce modèle ne répond pas. Et le principal, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'y arrivent pas? Et notamment ceux qui s'efforcent de réussir mais qui y échouent. Donc qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et surtout, eux, comment poursuivent-ils leur vie en devant se relever d'une immense déception que représente un échec? Car comme le dit David Guilbault, la force de cette illusion méritocratique rend d'autant plus brutal le retour à la réalité. Ce discours méritocratique, s'il était source d'espoir pour les dominer au début, il va très vite se retourner pour les écraser sous la culpabilité. Je vous mets un article où des élèves expliquent la difficulté monumentale qu'ils ont eue pour se relever après un échec à un concours. Ces élèves qui ont donc connu des échecs vont donc se ranger dans des voies de garage. Et toute leur vie, la société va leur rappeler que si les personnes haut de l'échelle sociale méritent d'être surpayés parce qu'au fond ce sont des surhommes, eh bien eux ils méritent d'être sous-payés parce qu'ils sont des sous-hommes. Si ces questions vous intéressent et que vous voulez creuser le sujet, je vous conseille vivement le livre très complet de David Guilbault sur le sujet. Et voilà, c'est la fin du 3e épisode de Sharp Attack. N'hésitez pas à débattre de l'épisode dans les commentaires, je vous lirai tous et ça me fait toujours très plaisir. Abonnez-vous, likez et partagez, moi je vous dis ciao.